Bonjour et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Nous allons consacrer 2 émissions à évoquer l'un des plus grands maîtres du bouddhisme japonais, fondateur de l'école Zen Soto, maître Dogen. Nombreux sont ceux qui connaissent son nom et l'immense postérité de ses enseignements, mais pourtant on ne sait pas grand-chose de la vie de ce moine du XIIIe siècle. Grâce à la parution très récente d'une biographie inédite en langue française, nous allons découvrir qui fut le fondateur du Zen Soto, de quelle famille était-il, pourquoi et comment a-t-il cherché la voie, puis de quelle façon l'a-t-il enseigné une fois revenu au Japon. Autant de questions que nous allons poser à nos invités, les éditeurs de cette biographie, qui sont aussi enseignants du Dharma dans la tradition Zen Soto, Brigitte Seijo-Crépon et Pierre Decane-Crépon, que nous avons le grand plaisir et honneur de recevoir pour la première fois ensemble sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Brigitte et Pierre, donc c'est en pratiquant ensemble à la Gendronnière, auprès de Maître Deshimaru, que vous vous êtes rencontrés il y a une 40aine d'années. Vous vous êtes mariés, vous avez fondé le temple Kokaiji à Vannes, en Bretagne, que vous dirigez ensemble. Vous y enseignez le Dharma. Vous êtes aussi éditeur, donc spécialisé dans le bouddhisme, et puis vous avez publié récemment la biographie de Maître Dogen sous une forme inédite, puisqu'il s'agit d'un manga, donc ouvert à tous les publics. Alors, avant toute chose, avant de parler de la vie proprement de Dogen, sur quelle source se base-t-on quand on évoque la vie de Dogen, Pierre? En fait, Dogen lui-même a donné très peu d'éléments de biographiques, sinon de la première partie de sa vie, son voyage en Chine. Et la première biographie un peu développée apparaît à peu près 50 ans après sa disparition, par son troisième successeur, Maître Keizan. Mais la biographie de référence date du XVe siècle, donc qui est déjà près de 2 siècles après, enfin 2 siècles après d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment la biographie de référence qui n'est pas traduite, qui est en japonais, qui n'a pas été traduite ni en anglais ni en français pour l'instant. Et bien sûr, il y a eu des recherches modernes sur ce personnage depuis lors. En français, les différents ouvrages sur Dogen généralement font une petite biographie, enfin plus ou moins détaillée selon les ouvrages. Mais en fait, on n'a pas tellement d'éléments qui retracent toute sa vie. Et donc, l'intérêt de cet ouvrage, qui est, donc, comme vous l'avez dit, sous forme de manga, c'est-à-dire de bande dessinée, entre parenthèses, les mangas, il y a à la fois des bandes dessinées style fantastique, disons, mais au Japon, il y a beaucoup de bandes dessinées, disons, sérieuses, entre guillemets, qui sont développées, qui servent d'ouvrages de référence biographiques ou voilà. Et là, c'est tout à fait sérieux parce que l'auteur voilà. est moine. Voilà, l'auteur est moine, le scénariste est moine spécialiste de Dogen, donc il a accès aux sources. Et l'enseignement pour lui, enfin c'est pas un universitaire, donc voilà, il parle de l'enseignement, on sent que ça vient du cœur. Et le dessinateur est un mangaka, c'est un dessinateur de manga très très réputé. Ils ont effectivement l'un et l'autre sélectionné les grands moments clés que nous allons découvrir ensemble de la vie de Dogen. Alors, à commencer par sa naissance, peut-être Brigitte Crépon, vous pouvez nous dire quelques mots? Oui, alors il vient du milieu de la haute aristocratie japonaise. Son père a été régent de 7 empereurs, donc une famille de la noblesse de cour, quoi. C'est aussi une famille de lettrés. Son père est un grand lettré, certainement que ça a influencé Dogen après. C'était un grand poète. Et le nom qu'il a eu au début, quand il est né, il a eu ce nom de Manjumaru, qui est en fait Manjusri, le bodhisattva de la sagesse. Ce nom a été donné par sa mère à sa naissance. Son père est mort quand il avait l'âge de 2 ans, et donc il a été éduqué par sa mère, qui était elle aussi d'une grande famille, la famille des Fujiwara, une famille aussi proche de l'empereur. Et donc, il a toujours été dans les sphères, enfin une famille dans les sphères du pouvoir et de la très haute aristocratie. Il est né donc au tout début du XIIIe siècle. Hein. Voilà. Que sait-on de l'époque? Alors ça, c'est une époque de transition. Donc effectivement, lui, il fait partie du cercle impérial. Il a parenté à la famille impériale à plusieurs générations. Mais c'est l'époque où le pouvoir passe aux guerriers, aux shoguns, qui installent leur capitale à Kamakura. Et c'est une époque de guerre. C'est vraiment une période dure. Et bon, après, on verra que lui, il a une pratique très intransigeante.
mais il vit dans une période vraiment intense, quoi. Troublé. Oui, Oui, très troublé. Et c'est aussi l'époque, au niveau religieux, où se constituent de nouvelles écoles bouddhiques. Alors, que sait-on de sa petite enfance Il a été élevé par sa mère, mais sa mère est décédée quand il avait l'âge de 7 ans. Pour lui, ça a été vraiment une grande tristesse. Il a été élevé également par son grand-père, qui était donc de la très grande aristocratie. C'était un enfant très doué, très, très éveillé, qui avait une très grande mémoire. On dit qu'à l'âge de 4 ans, il savait déjà lire le chinois. Il avait déjà lu des recueils de 120 poèmes. À l'âge de 7 ans, il avait lu une histoire de la Chine en 30 volumes. Il avait lu d'autres recueils de poésie. C'était vraiment un enfant très, très doué. Et son grand-père, d'ailleurs, espérait bien qu'il allait faire carrière près du pouvoir, dans les sphères du pouvoir. Alors, l'acte fondateur, c'est un peu C'est la mort de sa mère. Il se rend compte de l'impermanence et donc il décide de devenir moine. Comme a dit Brigitte, contre l'avis de son grand-père. Et pour être moine, il va s'enfuir. Il va s'enfuir à l'âge de 13 ans de chez lui. Alors, pour aller où? Alors là, il va le grand centre de formation des moines à l'époque, ça s'appelle le Mont Yei, qui est une montagne, une petite montagne au nord de Kyoto, où il y a des grands temples de formation de l'école Tendai. Donc finalement, ce parcours ne va pas le satisfaire, il va quitter le Japon. Avant de quitter le Japon, il entend parler d'un temple, le Kenninji. Donc il rencontre Myozen, qui sera son premier maître. Et ensemble, ils décident de quitter le Japon pour aller en Chine. Alors, il va y faire des rencontres qui vont un peu l'amener à pratiquer différemment, comme on le sait. Notamment, il est obligé de rester sur le bateau quand ils arrivent en Chine. Il est obligé de rester sur le bateau pour des formalités administratives. Et donc, c'est un bateau de commerce et on sait qu'un bateau est venu du Japon. Et il y a un vieux moine qui est cuisinier d'un grand temple qui vient acheter des champignons sur ce bateau. Parce qu'il y a des champignons japonais. Dogen le rencontre, et puis il est quand même surpris de voir un vieux moine qui a fait 20 km à pied pour acheter des champignons, encore s'occuper de la cuisine. Il lui dit « Mais vous êtes dans un grand temple, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes moines qui peuvent faire la cuisine à votre place ou faire les achats à votre place ?» Et ce vieux moine, le tenzo, c'est le tenzo, le rôle de cuisinier, c'est le rôle du tenzo, dit mais faire la cuisine pour les moines, c'est ma pratique. Rien, tout est pratique. Il n'y a rien qui ne soit pas la pratique. Donc faire à manger, c'est ma pratique. Personne ne peut le faire à ma place. C'est absolument impossible. Donc Dogen est vraiment très surpris parce on lui a toujours enseigné que pratiquer, c'était faire zazen et lire les sutras. Ça s'arrêtait là. C'est la première fois qu'il entendait ça. Donc il a encore des questions. Qu'est-ce que la pratique? Qu'est-ce que le zen? Et ça continue et il cherche des réponses. Et il pose des questions sans arrêt, quoi. La rencontre de Tenzo est racontée par Dogen lui-même et il a écrit après un livre qui s'appelle Instruction au cuisinier. C'est donc vraiment une rencontre fondatrice. Comme a dit Brigitte, c'est que la pratique, c'est pas seulement étudier les sutras ni faire zazen, c'est la vie entière. Et ensuite, donc en Chine, il va avoir une période il reste 4 ans au total, de 2 années où il va aller dans différents endroits. Enfin, d'abord, il va dans un endroit qui s'appelle le Mont Tendo. Il y a un temple, il reste à peu près 1 an. Il apprend la pratique telle qu'elle se fait dans les grands temples chinois, mais il n'est pas satisfait complètement. Il va ensuite pérégriner, il va visiter différents maîtres qui d'ailleurs tous lui disent, lui il pose la question et tous lui disent mais il faut pratiquer. Mais il ne comprend pas. Et il y a une rencontre avec un moine aussi, qui est une belle histoire. C'est quand il est au Mont Tendo, il étudie tout le temps. Et alors le moine lui dit, mais il l'avait repéré, mais pourquoi vous étudiez autant? Alors il dit, j'étudie beaucoup pour après enseigner quand je vais rentrer au Japon. Et alors l'autre il dit, mais pourquoi vous voulez enseigner? Et Dogen dit, pour sauver les êtres. Et le moine lui dit, mais pourquoi vous voulez sauver les êtres? Et là, d'un seul coup, voilà, il y a un questionnement qui le bouleverse aussi. Donc il a ces rencontres avec le Tenzo, avec ce moine. Il rencontre des moines qui lui montrent les documents de transmission. Et ça, il est très touché par ces documents de transmission. Voilà, il est dans tout un
une sorte de questionnement et en même temps touché par beaucoup de choses. Et puis, il va y avoir la rencontre décisive, enfin la rencontre avec un grand R, avec son maître. Voilà, c'est un nouvel abbé qui s'appelle Nyojo, maître Nyojo. Et là, effectivement, il va avoir la rencontre. Il dit, là, j'ai rencontré une personne. C'est un maître assez intransigeant, enfin intransigeant dans la pratique, ce qui convient à Dogen, mais c'est surtout qu'il le rencontre. Avant, il en avait vu d'autres qui finalement disent la même chose, mais il n'y avait pas eu ce... Voilà, paf. Ça veut dire une affinité, c'est ça, voilà, quelque chose qui nous fait comprendre. Oui. Le courant. Oui. Et certainement que Dogen a mûri aussi au fur et à mesure de ses pérégrinations, ses expériences, de sa pratique. Finalement, il a évolué et ça s'éclaircit de plus en plus. Et là, cette rencontre était vraiment définitive. Et c'est là qu'il fait l'expérience, se dépouiller du corps et du cœur et de l'esprit. C'est un abandon, un dépouillement. Et il ne parle pas d'éveil. Il dit jamais je me suis éveillé. Il dit je me suis dépouillé. C'est voilà. L'enseignement de Maître Nyojo insiste beaucoup sur la pratique de zazen. Et il est toujours le premier au zazen. Il pratique zazen sans cesse. Et à force, quand on pratique zazen intensément, on se dépouille automatiquement, on abandonne le corps et l'esprit. C'est quelque chose qui se fait de soi-même. Et c'est le grand enseignement de Maître Nyojo. Alors c'est un peu le point d'orgue de cette première partie d'existence pour Dogen, parce que je crois qu'il a à peu près 27 ans, c'est ça Oui, c'est ça, il est resté 4 ans, 27 ans. Et donc là, c'est Nyojo qui lui dit de retourner au Japon. Voilà, alors que tout se passe bien, son maître lui dit de retourner au Japon. Voilà, lui il veut rester là-bas, mais son maître lui dit non, maintenant il faut que tu retournes au Japon, transmettre à ton tour. Et là, on va savoir ce qui se passera, mais que la semaine prochaine, parce que nous n'aurons pas le temps d'en dire plus aujourd'hui. Mais avant tout, que retenir de ce personnage de Dogen, finalement? C'est le côté moderne, c'est-à-dire qu'il se pose des questions qu'on se pose tous, que tout le monde peut se poser. Enfin, aujourd'hui, à l'époque et maintenant, et il va jusqu'au bout. Pour obtenir les réponses, il risque sa vie, parce que d'aller en Chine, c'était pas... Dans cette époque à cette époque-là, c'était vraiment compliqué. Les bateaux, les tempêtes, etc. Et c'est un héros. On dit les héros, c'est toujours des militaires ou maintenant des sportifs, ou je sais pas quoi, des guerriers. Lui, c'est un religieux. Mais les religieux, c'est aussi des héros. Enfin, ils vont au bout de leur quête. Et ça a été son cas. Donc c'est vraiment... Un héros d'ailleurs parfaitement stylisé par le dessinateur japonais. D'ailleurs, on a pu voir au cours de cette émission certaines des planches de votre ouvrage édité sur Dogen. Voilà. Donc nous nous retrouverons avec plaisir la semaine prochaine pour continuer à parler de la seconde partie de la vie de Dogen. Merci. Avant d'achever donc cette première partie d'émission, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, Dogen, Maître Zen de Ryodo Awaya et Fumio Isamatsu, édition Le Prunier Sully. Il s'agit donc de la biographie de Dogen en manga, dont vous avez pu voir certaines planches durant l'émission. Une bande dessinée très inspirée et inspirante sur la vie du fondateur de l'école Zen Soto, que peuvent lire même les jeunes. Le Shobogenzo de Maître Dogen, traduit par Yoko Orimo chez Le Prunier Sully. Cette édition intégrale bilingue a obtenu une médaille décernée par l'Académie des Belles Lettres au meilleur ouvrage sur l'Orient. C'est un travail monumental de plusieurs années qui rend accessible aux francophones l'ouvrage de référence de Dogen. Et puis ces deux livres parus chez Gallimard, collection Folio Sagesse, de Maître Dogen, La présence au monde et les instructions aux cuisiniers zen, où l'on découvre notamment l'un des enseignements célèbres de Dogen sur la pratique au quotidien, dans tous les instants, notamment au cours d'une banale préparation de repas. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons dimanche prochain pour la suite de l'émission. Vous pouvez la revoir, cette première partie, durant 1 mois sur France TV. Très bon dimanche à tous, merci et à la semaine prochaine. Bonjour et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission consacrée à Maître Dogen. En effet, à l'occasion de la parution de la biographie du maître japonais, nous cherchons à mieux connaître la vie du fondateur de l'école Zen Soto, une école âgée de 7 siècles, aujourd'hui la plus représentée dans le bouddhisme zen au Japon et qui a été diffusée en Occident, notamment avec Maître Deshimaru il y a une 50aine d'années.
Avec nos invités Brigitte Séigeau-Crépon et Pierre Docane-Crépon, nous avions appris la semaine dernière que Maître Dogen avait très tôt cherché la voie et avait parcouru la Chine pour finir par comprendre auprès des moines que la pratique était la voie. Ce dimanche, nous allons découvrir comment Maître Dogen est rentré au Japon avec la mission de transmettre ses enseignements, ce qu'il fera à travers ses écrits et avec la construction de temples. Nous avons la grande joie de retrouver nos invités, Brigitte Séigeau et Pierre Docane. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau. Alors, je rappelle que vous êtes mari et femme dans la vie civile, comme au temple que vous avez fondé ensemble il y a une vingtaine d'années en Bretagne, le temple Kokaiji. Vous êtes tous les deux enseignants du Dharma, vous êtes éditeurs spécialisés dans les ouvrages bouddhiques, et l'on vous doit donc cette biographie de Dogen, parue au Japon en manga, que vous avez fait traduire et publier pour les francophones ici en France. Alors, on avait vu la semaine dernière à peu près la moitié de la vie de Dogen, entre le Japon, sa naissance, la Chine, où il a trouvé son maître. Qu'est-ce que Dogen signifie ? Dogen signifie l'origine de la voix, la source de la voix. C'est son nom de moine. C'est son nom de moine qu'il a reçu à l'âge de 13 ans quand il a reçu l'ordination de moine. Alors on a vu qu'il avait donc trouvé le maître qui lui convenait en Chine, mais qui pourtant ne l'a pas laissé s'installer en Chine, qui lui a dit de rentrer au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors il est retourné à Kyoto au temple Kenninji, un temple qu'il avait fréquenté avant de partir en Chine. Et ça faisait 4 ans donc qu'il était parti. L'atmosphère de ce temple s'était nettement relâchée. L'abbé avait changé, les moines étaient très laxistes, dormaient en zazen, étaient très négligents. Et Dogen, qui avait reçu l'enseignement de Maître Nyojo, qui était extrêmement rigoureux et sévère, était quand même assez étonné de voir ce changement. Donc, il a décidé de commencer à écrire. Effectivement, il a écrit un texte qui s'appelle le Fuken Zazengi, qui est l'instruction universelle pour la pratique de zazen. Il a fait circuler ce texte et il a commencé à avoir des ennuis justement avec ce texte parce que la pratique qu'il apportait était différente de celle qui était enseignée à l'époque dans ce temple. Oui, une incompréhension des autres moines et puis peut-être même une hostilité, Pierre. Oui, alors en fait, il s'est heurté pendant toute sa mission, enfin, à 2 aspects. D'une part, ce qu'il apporte, c'est donc que la pratique égale l'éveil. Or, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas parce qu'il y a aussi les moines qui pratiquent de façon politique ou choses comme ça, mais disons, de ceux qui cherchent la voie, ils pratiquent pour atteindre l'éveil. Alors, ça a l'air pas très différent, mais en fait, c'est une différence fondamentale entre considérer que la pratique est l'éveil et la pratique pour atteindre l'éveil. Alors, il y a cette incompréhension des moines, d'une part, et d'autre part, le Kenninji, ce temple-là, où en général le bouddhisme de l'époque est donc tenu par ce fameux mont Yei, les moines Tendai, qui voient d'un très mauvais œil tous les réformateurs. Et Dogen va avoir des ennuis, comme les autres réformateurs qui croiront au lamidisme, au Nichiren. Tout le monde va avoir des ennuis avec le bouddhisme institutionnel. Et donc voilà, ça va être les 2 points. Il aura du mal à convaincre ses disciples que la pratique est éveil. Et d'autre part, il va être obligé de s'enfuir plusieurs fois à cause de la pression des moines du Mont Yei, des moines Tendai. Ce qui fait qu'il va finir par construire lui-même un temple, enfin lui-même. Voilà. Alors il va être obligé de partir, il est obligé de quitter le Kenninji, il est chassé du Kenninji, et donc il va dans plusieurs temples en fait. Il y a un point important qui va énormément l'aider, c'est par l'intermédiaire, parce qu'il vient quand même de la haute aristocratie, de sa famille, il va rencontrer le seigneur Atano, qui est le gouverneur des provinces de l'Ouest, donc quelqu'un de très important, et qui va le soutenir tout le temps. Qui sera son mécène. Ça sera son mécène à partir de... Tout seul, il ne serait sans doute pas arrivé. Enfin, bon, on ne peut pas savoir. Mais il a vraiment eu quelqu'un qui était derrière, qui était puissant, à la fois financièrement et militairement. Et donc, il a soutenu. Alors, quand il a été chassé du Kenninji, d'abord, il a été dans un petit temple, Dogen, et ensuite, ils ont créé ce premier temple de Koshoji. Oui. À quel endroit ? C'est à Uji. Au sud de Kyoto, à quelques kilomètres de Kyoto au sud. Une quinzaine de kilomètres. On peut visiter toujours, d'ailleurs. C'est un temple qu'on peut visiter, mais qui a des caractéristiques zen, justement. Oui, alors là, c'est le premier temple
donc Dogen, il amène plusieurs choses. Il a amené aussi l'aspect architectural, enfin de l'architecture des temples qu'il y avait en Chine, avec ce qui n'existait pas au Japon, une salle qu'on appelle Hatto, qui est la salle d'enseignement. Normalement, avant, il y avait la salle de Bouddha, de vénération du Bouddha. Et là, il crée une salle d'enseignement dans un endroit où on fait des enseignements. Et le Sodo, qui est la salle des moines, l'endroit où les moines pratiquent zazen et dorment. Et donc, dans ce temple de Koshoji, ça va être la première fois au Japon qui est créé ce type d'architecture. Et pour Dogen, il dit que ce sont les bonnes conditions pour la pratique. En fait, dans le Sodo, les moines dorment, font zazen, mangent. En fait, ils y passent pratiquement leur vie, quoi. Et c'est un entraînement à la pratique de la voix. Alors, vous parlez des moines qui sont dans ce temple, mais il y a aussi des laïcs. Quel public reçoit-il? Alors, quand il est à Koshoji, qui est donc quelques kilomètres de Kyoto, mais il y a une petite ville à côté, sans doute. Enfin, bon, il y a un peu c'est pas complètement perdu. Il y a des laïcs qui viennent. Hein. Koshoji est une période qui dure une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Une dizaine d'années, où là, il aura des disciples à la fois hommes, femmes. Il écrit d'ailleurs un texte où il dit bien que homme, femme, par rapport à la voix, c'est pareil, ce qui est quand même précurseur à l'époque, et laïc et moine. Donc c'est vraiment la période Koshoji, c'est une période très ouverte, et c'est là où il commence à rédiger. Il commence à écrire, hein, il commence à écrire des textes. Alors, parfois, ces textes sont demandés par des laïcs. Par exemple, il a un disciple laïc qui habite très très loin, qui lui demande un texte pour suivre ses enseignements. Et parfois, ce sont des moines. Et puis, il écrit beaucoup. Il écrit des fois plusieurs textes par an. Et il commence donc le Shobogenzo. Donc, il y a les textes du Shobogenzo, mais il y a aussi d'autres textes. Est-ce qu'on sait comment il s'y prend pour enseigner, justement? Alors, il y a plusieurs. Il enseigne de plusieurs façons, de façon informelle, mais aussi il instaure ce qui s'appelle Jodo, qui sont des instructions solennelles. C'est-à-dire qu'ils vont dans ce bâtiment, justement, qui est la salle d'enseignement, où il monte sur une chaire, il a un chasse-mouche, il fait des déclarations très solennelles. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait vu en Chine, mais qui n'existait pas au Japon. Donc il y a vraiment il amène vraiment beaucoup de choses. Il y a le fond de l'enseignement, donc pratique et égal éveil, mais il y a aussi l'architecture, il y a la façon d'enseigner. Voilà, c'est tout ça. C'est la tradition chinoise qu'il amène, qui retransforme un peu. Mais je veux dire, c'est un réformateur, mais il est traditionnaliste aussi, Dogen. Oui. Et ça va lui créer énormément d'ennuis. Alors justement, il va devoir là encore quitter ce temple de Koshoji. Les moines guerriers du mont Hiei qui veulent carrément incendier le temple Koshoji. Et son protecteur, le seigneur Hatano, le prévient et ils partent pour le nord, disons, du Japon, pour le domaine du seigneur qui est à Echizen. Echizen, qui est la province de Fukui maintenant. Alors, qui est un endroit de neige. Voilà, c'est ça, c'est magnifique. C'est dans les montagnes, les petites montagnes. Là où il va s'installer, c'est à peu près à 800 mètres, je pense, à Eiji. Mais c'est des montagnes vraiment magnifiques, où c'est très humide. C'est-à-dire que l'hiver, il neige beaucoup. Et quand c'est pas l'hiver, il pleut. Mais il y a beaucoup de neige et c'est les 2 premières années qui seront au fin fond de la montagne. Et ils vivront dans des ermitages où le toit risque de s'écrouler tellement il y a de neige. Et donc, les conditions de vie sont très rigoureuses, très difficiles, mais ça convient complètement à Dogen, c'est son tempérament d'être rigoureux. Et il est complètement émerveillé par la nature. Et c'est très bien rendu d'ailleurs sur les planches du manga, les paysages de neige, paysages des pruniers en fleurs au printemps, paysages de montagne, il dit, et ça l'inspire complètement. Et là, il y a tout son côté, son bagage poétique qui ressort. Et il exprime le dharma par les poèmes. Et quand il voit ce paysage de montagne, il dit la montagne et la vallée est le visage du Bouddha, le son de la rivière est la voix du Bouddha. Et ces enseignements du dharma sont complètement poétiques, deviennent complètement poétiques. Et il continue à écrire et son enseignement se transforme encore là. Justement, il y a une pratique nouvelle qui émerge dans ce temple.
La pratique est la même, mais là, c'est plus pour les moines, là. Donc, les laïcs n'ont pas tellement suivi. C'est une région vraiment où il n'y a pas grand monde. Et donc, ce sont les moines surtout qui pratiquent avec lui. Donc, ça va devenir encore plus rigoureux. Il va instituer aussi des règles monastiques. Mais pour revenir à ce que disait Brigitte, c'est là que c'est vraiment bien rendu dans ce manga. Il y a des textes quand on lit le Shobogenzo, il y a des moments très poétiques. Mais là, quand on les voit en image, on comprend mieux. Oui, on comprend complètement. Ça éclaircit des L'influence. l'influence de la montagne, de ce paysage, de cet environnement. Oui. Et donc, en tout cas, là, d'abord, ils vont être dans ces ermitages. Et là, le seigneur Atano va de nouveau lui construire, il est infatigable, cet Atano, il va lui construire un autre temple qui va devenir, après, Heiji, qui continue maintenant. Oui, avec les mêmes règles monastiques. Hein, et c'est ça qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Le Heiji actuel ou le Koshoji actuel, les temples ne sont pas ceux de Dogen. Ça a eu le temps de brûler et d'être reconstruit plusieurs fois au cours des siècles. Bien sûr. Alors pour conclure, comment se termine la vie de Dogen ? Eh ben, il tombe malade alors qu'il est assez jeune, puisqu'il va mourir à l'âge de 53 ans. C'est rythmé, 13 ans, il devient moine, 23 ans, il va en Chine, 33 ans, il est à Koshoji, 43 ans à Heiji, et 53 ans, il décède. Il décède à Kyoto, sa ville natale, chez un laïc qui l'accueille, et il vient là pour se faire soigner, mais il décède. Et quel est l'héritage de Dogen aujourd'hui ? C'est tout le Zen Soto vient de lui, parce que c'est ce qu'il a amené de Chine, mais qu'il a en même temps transformé. Parce que cette pratique égale éveil, c'est lui qui l'a dit aussi clairement. Même en Chine, c'est pas dit aussi clairement. C'est vraiment lui qui l'a dit aussi clairement. Et ce qu'on continue, nous, ce qu'on a reçu de Maître Deshimaru, mais ce que les personnes qui, en France, commencent la pratique avec des maîtres occidentaux, c'est exactement la même chose qui s'est transmise. Vraiment, toute la pratique, que ce soit le fondement pratique égale éveil ou la façon de faire, ça vient de Dogen. Merci beaucoup, Pierre et Brigitte Crépon, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur la vie de Dogen. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de livres en rapport avec notre émission. Tout d'abord, bien sûr, Dogen, Maître Zen de Ryodo Awaya et Fumio Isamatsu, édition Le Prunier Sully. Il s'agit donc de la biographie de Dogen en manga. Plus de 300 pages donnent à voir les moments clés de la vie du fondateur de l'école Zen Soto. Vous avez pu en voir certaines planches durant notre émission, un livre destiné à tout public. Les enseignements du maître zen Dogen, traduit et commenté par Kengan Denis Robert, édition Sully. Il s'agit des notes prises par l'un des fidèles disciples de Dogen quand celui-ci enseignait au temple de Koshoji, près de Kyoto. Il y est question de la pratique, de la discipline qui conduit à la voie et des difficultés pour y parvenir. Et puis La pratique du zen par Maître Taizen Deshimaru chez Albin Michel. Cet ouvrage explique Zazen, la pratique de la posture d'éveil dont l'enseignement est particulièrement ancré dans le concret. Maître Deshimaru, qui fut suivi par toute une génération d'occidentaux dans les années 70, ajoute ici la traduction de 2 textes sacrés du zen, dont le Sandokai. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant tout un mois sur France TV. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.